Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la parasha de Behar dans le Chelek Chavbet de l'Écoute Sikhot. Le Maba parashatenu, il est dit dans notre parasha, chez Israël, Amocher Atzmo l'Israël Acher Lev. Si un juif qui se vend à un autre juif en tant qu'esclave, Azai Bevo Shnata Yovel, alors quand l'année du Yovel arrive, l'année du jubilé, Ve'atza Memachu Banavim, il sortira de toi, il partira, lui et ses enfants avec lui. Bepirosho, dans son explication, et Rashi Tatevot Hu Banavimo, Rashi copie les mots Hu ou Banavimo, ou Piresh il explique. Amar Rabbi Shimon a dit la chose suivante. Himonimka, c'est lui, il a été vendu. Banavimachan, qui a vendu ses enfants. Parce qu'on nous dit que ses enfants partent. Comment est-ce qu'ils ont atterri là-bas? La Mikan, Sherabo Chayav Mzonot Banav. De là, on apprend que son maître est Chayav est obligé de nourrir les enfants. Donc, quand il achète, ou quand c'est Mocher Atzmo, quand cette personne se vend à quelqu'un, cette personne-là, l'acheteur, a aussi la responsabilité de nourrir les enfants de cet esclave-là, de Evet Ivri. Il faut comprendre, la question uniquement qui a vendu les enfants. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi commence son explication avec les mots Im Unimka, si lui a été vendu? C'est pas ça qu'il veut expliquer. La question c'est qui a vendu les enfants. Même si effectivement les mots de Rabbi Shimon dans le texte original sont là, sont ces mots-là, imunimka, mais qu'on a expliqué plusieurs fois, Rashi ne copie pas les mots de Chazal exactement dans les mots dont ils se servent. Mitamze, et donc, il change, donc des fois il enlève des mots, des fois il raccourcit. La rove en général, la chaîne razal, des mots de chazal. Pour correspondre au pshat du pshat semikra. Donc Rashi n'est pas là pour copier les mots tels quels et les rajouter, il adapte le concept de chazal à un passo, l'explication du passo. Des fois il va juste rajouter un mot, il va prendre le mot du passo, il va rajouter un mot d'explication, ou autre chose, il va modifier pour que ce soit le pshat. Donc dolat mia. Donc la question est encore plus importante. Pour revenir, ce que Rachid nous dit, c'est dans la Gemara Kedushin, qui nous dit que Rabbi Shimon nous dit que si lui il a été vendu, pourquoi est-ce que qui a vendu les enfants? Très bien, ça c'est la mémoire de Rabbi Shimon. Rachid, son explication, il va expliquer quoi? Pourquoi les enfants, d'où est-ce que les enfants ils sortent? Pourquoi est-ce que les enfants sortent? C'est lui qui était esclave. Pourquoi on parle des enfants ici? Donc il aurait pu le dire, Banavi Machan, qui a vendu les enfants? L'explication, mais quand que le Rav est chayav de nourrir les enfants. Pourquoi est-ce qu'il rajoute Himunimka? Maintenant, la question est encore plus forte. Dans la halakha d'un Eved Ivri, d'un esclave juif, un serviteur juif, qui sont dans la parasha de Mishpatim, c'est marqué la chose suivante. S'il est marié, quand il va sortir, sa femme sort avec lui. Bien sûr, là-bas, c'est la même question. Comment est-ce que la femme atterrit là-bas? Donc, Pirash Rashi expliqué là-bas, Veyatsa Eshto Imo, sa femme va sortir avec lui. Qui l'a fait rentrer pour qu'elle sorte? Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Le pasuk va nous enseigner, quelqu'un qui acquiert un Eved Ivri, il est chayav de nourrir sa femme. Ok? Donc, donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Rashi n'a pas dit pas les mots si lui il a été vendu, qui a vendu sa femme? Non. Et l'Akshal Alter, tout de suite, il commence avec la question qui est la femme. Pourquoi est-ce que la femme doit sortir? Qui l'a fait rentrer? Okay, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dans notre paracha, Shina, il a Rashi a changé, via Akdama, il a mis cette introduction, et Mounim, car c'est lui, il a été vendu, qui a vendu les enfants? Ça, c'est là, donc une question qu'on a sur ça. Dans la dans la question elle est encore plus étonnante. La source de ce que la mémoire que Rashi ramène, Rabbi Shimon, c'est dans la Gemara. Shamouva, de là-bas, qu'est-ce qui est marqué dans cette Gemara? Rabbi Shimon Darash a fait un pasuk de Mishpatim. Rabbi Shimon a aussi une dracha sur le pasuk dans Pasuk Mishpatim. C'est marqué Veyatsa Eshto Imo, sa femme va se partir avec lui, va sortir avec lui. Et Boto Signon, et là-bas, Rabbi Shimon se sert des mêmes mots.
Amar Rabbi Shimon dit, Imhu Nimka, si lui il a été vendu, Ishto Nimka, qui a vendu sa femme. Mais quand, chez Rabbi Chayav, de là, on apprend que le Rav, le maître, est Chayav de s'occuper de sa femme, etc. Afal Piken, malgré tout, même si les mots de Rabbi Shimon sont les mêmes, et qui commencent avec la même question, si lui il a été vendu, l'eau était crachée la pasuk sham, Rabbi Shimon. Là-bas, Rashi ne ramène pas cette partie-là de l'enseignement de Rabbi Shimon, Imunimka. Et la vie, la Sham, la Mechilta, il ramène le mot de la Mechilta, qui l'a fait rentrer pour qu'elle sorte. Ilo, par contre, chez nous, là-bas, chez nous, Rashi ramène les mots de Rabbi Shimon. Alors que là-bas, il n'a pas ramené Rabbi Shimon. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a changé alors qu'on a exactement la même explication? Il était raquel encore plus que ça. Gam, Rashi ramène la question. Les enfants qui ont été vendus, et non, on ne comprend pas. Torah de Konim Alata. Dans Torah de Konim, ici, sur notre pasuk, on a ce limoun-là, du pasuk, Rabo Chayav Mezonot Banav. Son maître est Chayav, le maître est Chayav de nourrir les enfants. Et lo Akdamat Hashela Banam Emachel, on ne pose même pas la question. Qui l'a vendu lui? Certainement pas, et même pas qui a vendu les enfants. Tout de suite, Torah de Konim dit, de là on voit que le maître est Chayav de s'occuper des enfants. Ken, Vada, il y a le Rashi, donc Rashi. Shedako, Pirosho, et son derrière dans le Pirosh. Chez l'Olag Dimetachel à la Passouk, de manière générale, Rashi ne pose pas la question qui va l'interpeller dans le Passouk. Ou la Chamekanata, c'est ensuite répondre à la question. Et la Lertov, le Khatril Rakta Pirosh Passouk, Rashi normalement ne ramène que l'explication. Donc, Rashi aurait dû dire, qui encore une fois, de manière générale, Rashi n'amène pas la question et vient répondre. Donc il aurait dû dire tout de suite l'explication. L'Iftach, mais le Pirosh commence avec son explication. Mais quand de là on voit que que le maître est responsable de s'occuper de la nourriture des enfants. Même pas poser la question, qui a vendu les enfants. Donc pour l'instant là, pourquoi est-ce que Rashi parle du père, qui a vendu le père? Est-ce que si le père était vendu, qui a vendu les enfants? Pourquoi parler de ça? Pourquoi est-ce qu'il a changé dans Mishpatim? Il ne ramène pas Amar Rabbi Shimon, ni le fait qu'il parle du père, alors que chez nous il le fait. Et pourquoi Bechlal commencer avec une question et répondre alors que Rashi en général ne fait pas ça? On a pu expliquer. Et chez nous la différence entre deux explications de Rashi. En fait, ça dépend de l'expression dans la Torah se sert dans les deux psukim. Pasuk de Danemar, dans notre pasuk c'est marqué Uvanavimo, lui et ses enfants avec lui. Le fichach, et donc Rashi mentionne dans ces mots aussi Imhu Nimkar, si lui il a été vendu, Banavimachan, qui a vendu les enfants. Hachem, qu'un parashat Mishpatim par contre, dans la parashat Mishpatim Nemarak, c'est marqué uniquement et sa femme sortira avec lui. Lohu, il n'y a pas de mot hu, lui sortira et lui et sa femme. Katav Rashi, donc Rashi écrit qui l'a fait rentrer elle, pour qu'elle doive sortir. Donc on pourrait dire que c'est ça la raison. Rashi suit le format du pasuk. Le pasuk chez nous, il parle de hu banav. Donc Rashi parle de lui et des enfants. Alors que dans Mishpatim, on parle uniquement de sa femme. Donc Rashi parle uniquement de la femme. Mais ce n'est pas une explication suffisante. Rashi a écrit son commentaire sur la Torah de manière la plus précise et la plus concise. Rashi n'écrit pas de manière poétique, de manière avec un style particulier, ou bien il se suit les mots pour que ça corresponde aux mots du pasuk dans le sens juste pour que ce soit le même format. C'est beau. Et donc, étant donné que Shatevot Imunimkar Enam Peo Shatevot Hu, étant donné que ces mots-là, Imunimkar, si lui a été vendu, ne sont pas une explication du mot Hu, Shnema Bakatov, qui est marqué dans le pasuk. Elarak Hagdama Leshela Banam Emachan, c'est uniquement une introduction à la question qui a vendu les enfants. Encore une fois, ce que Rashi veut dire, ce que le Rabbi veut dire, c'est que Rashi n'explique pas le mot Hu. Si il voulait expliquer le mot Hu, pourquoi est-ce que la Torah mentionne le mot Hu? Pourquoi, qui est ce Hu? Qu'est-ce qu'est l'explication? Dans ce cas-là, on peut comprendre pourquoi Rashi ramène des mots. Et tant qu'il ne vient pas expliquer ça, il vient uniquement expliquer l'idée des enfants, Banav et Machan. Et le Hu, c'est uniquement une introduction au fait que les enfants ont été vendus. Dans ce cas-là, on a un problème. D'une chose l'autre. D'une chose.
Im Ashela Doresh Banami Macha. Si la question Banami Machan, qui a vendu les enfants? Doresh Takdama Imunimka, on a besoin d'introduire cette question avec les mots Imunimka. Aïla Rashi Lichtov Akdamzu. Dans ce cas-là, Rashi aurait dû mettre cette même introduction, une gamme Pirosha Parashat Mishpatim, dans son commentaire de la Parashat Mishpatim, quand il parle de la femme. Si pour une raison ou une autre, on n'a pas déterminé pourquoi, mais c'était important de mentionner que si lui il a été vendu, qui a vendu sa femme, ses enfants, dans ce cas-là, dans Mishpatim, Rachel aurait dû ramener la même chose. Dans Gam Pirosha Parashat Mishpatim. Si la question a du sens sans dire si lui a été vendu, qui a vendu les enfants ou la femme, on peut se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin d'avoir cette introduction si lui a été vendu. Okay. C'est pour ça que Rachid ne l'a pas amené cette introduction-là dans Mishpatim. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rachid a besoin de le ramener dans le Parasha alors que c'est exactement le même format, si on peut dire, de question. Donc on est obligé de dire que la différence n'est pas juste dans les mots, c'est dans le concept, dans le contenu des psukim. Et ça va nous répondre. Le fait que dans Parashat Mishpatim, Rashi ne ramène pas le mamar de Rabbi Shimon de la Gemara, et là, il ramène de la Mechilta. Alors que dans notre parasha, Matim Dafka Mamar Rabbi Shimon, Dafka, alors qu'on a un Torah de Kohanim, Rashi le ramène la Gemara de Rabbi Shimon. Et donc, si on arrive à comprendre le Rashi, on comprendra pourquoi est-ce que là-bas Rashi se sert d'une source et chez nous d'une autre source. Aussi le fait que dans notre parasha, Rashi ramène le nom de l'auteur de cette memra, Rabbi Shimon. Que dans Parashat Mishpatim, Rashi ne ramène pas l'auteur de ce qui est dit, qui est dans la Mechita, qui est Rav Yitzhak. Donc, si, encore une fois, on n'a pas la réponse, le Rabbi met en place les éléments. Et si on arrive à comprendre, on pourra comprendre tous les détails. Ensuite, on a une autre question dans les deux commentaires de Rashi. Parashat Mishpatim, Katav Rashi. Dans Mishpatim, Rashi écrit la chose suivante. Magida Katuv, Chayav bebzanot ishto bana. Que le maître est obligé de s'occuper de nourrir les enfants, sa femme et ses enfants. Dans le pasuk là-bas, dans Mishpatim, on ne parle pas de ça, des enfants. Uniquement, Vayatsa ishto imo. Sa femme sortira avec lui. Kafou Mefarshim, les Mefarshim nous ont dit, Shebosafat Rashi Banav, quand Rashi rajoute le mot Banav, En Kamato Lomar Shadavar Nemam Pasuk Vayatsa ishto imo. Rashi ne veut pas dire qu'on apprend ça de ce pasuk-là. De là, on apprend que le Rav il est chayav de mezonot des enfants. Charé, Kamo Anadun Makatuv Rak Pishto, parce qu'effectivement, le pasuk là-bas ne parle que de sa femme. Donc, on ne peut pas apprendre de là-bas que le maître est chayav de nourrir les enfants. Puis on voit Begmara, basé sur ce qu'elle m'a expliqué dans la Gemara. Et termine encore plus que ça. La logique nous dirait que c'est Dafka la femme qu'il doit nourrir et pas les enfants. Pourquoi? Parce que pour la femme, chez Bouchalach Zaraptachim, c'est honteux d'aller commencer à mendier. Donc le maître est obligé de la nourrir. Par contre, les enfants on n'a pas la même gêne, et donc on devrait peut-être dire que les enfants sont pas, le maître n'est pas obligé de nourrir les enfants. Mais étant donné que Rashi nous ramène le fait que le maître est obligé de nourrir sa femme, donc il nous ramène à l'akha aussi, que le maître est non seulement chayav de nourrir la femme, mais aussi de nourrir les enfants. Ça marche dans la pasuk Parashatenu, et c'est reposé sur le din qui est marqué dans notre parasha. Pas que c'est un limoud dans la parasha Mishpatim, le limoud, la halakha, on l'apprend de notre parasha à nous. Mais étant donné que c'est une vérité, si on peut dire que c'est vrai, et qu'on parle de la femme, Rashi a complété le scénario, complété les informations. D'ailleurs, la Mechilta nous dit la chose suivante. La Mechilta, c'est dans Parashat Mishpatim. Chayav b'mezontea, que le maître est obligé de la nourrir, ou banav, et de nourrir les enfants. Je n'ai marre, comme c'est marqué, Veyatsa memach, il va sortir de lui, ou banav imo, lui, les enfants avec. Là, c'est ce que les Mefarshim expliquent sur la Parashat Mishpatim. Pourquoi est-ce que Rashi, tout d'un coup, ramène les enfants, alors qu'ils ne sont pas mentionnés dans le pasuk? Mais ça, on a vraiment besoin de réfléchir à ce pirouge. Parce que, à part ça, Rachid, dans notre paracha, n'aurait pas dû juste mentionner, il aurait dû dire, mentionner dans notre paracha, nous, Gam et Ishto.
sa femme aussi. Parce que si on va dire que ça va dans le sens inverse, donc dans Mishpatim, on mentionne les enfants, donc derrière Hagav, Rashi mentionne sa femme, alors dans ce cas-là, Rashi aurait dû faire la même chose chez nous. Le pasuk nous parle de la femme, derrière Hagav, on aurait dû mentionner les enfants. Effectivement, Torah Kohanim marche comme ça. De la même manière que le maître est obligé de le nourrir, le maître est obligé de nourrir aussi sa femme et ses enfants. Mais à part ça, il y a une autre zot. Si dans la Mechilta, il fallait qu'on nous dise qu'on apprend ça d'un autre pasuk. Kol sheken shayel Rashi, donc à plus forte raison Rashi. Amfaresh Pshuto Shemika, Rashi, il explique le Pshuto Shemika. Af le ben chamesh, même pour un enfant de 5 ans. Le diakon, Rashi aurait dû informer ça. C'est-à-dire que le ben chamesh qui apprend le pasuk dans Parashat Mishpatim, il voit aucune référence aux enfants. Ah, tu me dis qu'il y a un pasuk dans Parashat Béa, cet enfant n'a pas encore appris la Parashat Béa. Donc va lui dire, il y a un autre pasuk. Des fois, Rashi fait ça. Des fois, Rashi nous dit, d'ailleurs, non, sachez qu'il y a un autre pasuk plus tard, qu'un enfant n'a pas encore appris, et je te mentionne ça, comme ça tu sais. Mais là, il n'y a pas. Donc Rashi explique les mots dans la Parashat Mishpatim, et tout d'un coup, Rashi introduit les enfants, que les enfants sont censés être nourris par le maître. D'où tu vois ça? Et les Farshim disent, oui, en fait, il apprend de Béa, pourquoi est-ce que Rashi ne l'a pas mentionné? Alors que Torah Kanim, clairement, le mentionne, que Torah Kanim, ce n'est pas fait pour les enfants, ou un enfant qui n'a jamais étudié le Chumash, on est obligé de l'informer qu'il y a un pasuk plus tard. Et malgré tout, Torah Kohanim, qui est fait pour quelqu'un qui a déjà étudié et qui a fini le Chumash, Torah Kohanim, disons, c'est un Midrash, donc c'est l'époque de la Mishnah, il est déjà au moins, à la Mishnah, c'est déjà Ben Chamesh, Ben Esser la Mishnah, il a déjà étudié, donc après tout le Chumash, malgré tout, on doit le mentionner, donc certainement que Pshuto Shemicha, il faut le mentionner. Donc on est obligé de dire, chez les filles Rashi, que d'après Rashi, Limud Adech Pshat, c'est-à-dire dans le Pshat, on voit ça dans les mots du Pasuk. Effectivement, on peut apprendre que le maître est obligé de nourrir les enfants du pasuk qui part de la fin. Dans ce cas-là, on a un problème. Étant donné que ça émerge de ce pasuk-là, et c'est pour ça que Rashi le ramène, pas un midrash qui se repose sur la Parashat Béa, mais ou un din qui se repose sur la Parashat Béa, mais on voit ça dans les mots même, qu'il y a un mouvan, dans ce cas-là, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un autre pasuk? Pasuk Parashatenu Sherbo Chem Zelabanav. Si d'après Rashi, on voit ça dans les mots dans la Parashat Mishpatim, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un passage dans la Parashat Béar qui nous dit ça? Alors qu'en fait, c'était déjà inclus dans la Parashat Béar. Galatme a la question encore plus forte. Rashi fait très attention dans les mots. Qu'est-ce qu'il dit? C'est de là, d'ici, qu'on apprend que le maître est obligé de nourrir les enfants. De l'eau que Parashat Mishpatim. On n'apprend pas ça de Parashat Mishpatim. Là-bas, il dit Mikan, de là-bas on apprend. Le pasuk nous dit. C'est-à-dire que Rashi met l'accent sur le fait que quoi? Que le limoud, que le Rav est obligé de nourrir les enfants, vient de notre pasuk à nous, de Parashat Béa. L'homme est makam acher, pas de quelque part d'autre. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, les deux commentaires de Rashi se contredisent l'un l'autre. Soit dans Parashat Mishpatim, d'une manière ou d'une autre, on déduit ça du texte, et c'est pour ça que Rashi le ramène. Encore une fois, Rashi ne ramène pas les midrashim, c'est Pshuto Shel Mikra. Donc Rashi nous dit, du texte, on voit qu'il y a ce din-là, alors que Rashi nous dit plus tard dans Mishpatim, dans Parashat Béa, non, on apprend ça Mikan de là. Alors d'où est-ce qu'on apprend ça? De Parashat Mishpatim, on apprend de Parashat Béa. Pour comprendre ça, il faut qu'on examine un autre point dans le Rashi de notre paracha. Dans ce mot, Rashi écrit la chose suivante. Si lui, il a été vendu, c'est un passif, la shonifa, c'est un passif. Siem ou siem, il finit, banav mi machran. Et il continue, et à la fin, il dit, ses enfants, mi machran, c'est les enfants qui les a vendus. C'est-à-dire qui l'a fait. Ce n'est pas un passif, c'est un actif. Apparemment, il y a le Rashi Rashi aurait dû mentionner la même chose dans les deux autres endroits. Si lui il a été vendu au passif, les enfants comment est-ce qu'ils ont été vendus? Par qui est-ce qu'ils ont été vendus? Ou bien si lui il se vend, qui vend les enfants? Mais là, ça mélange un passif et un actif. Maintenant, la question est encore plus forte.
Dans la Gemara, effectivement, les mots sont exactement comme ça. Himud imkar, si lui il a été vendu au passif, banav min imkarim, les enfants, comment est-ce qu'ils ont été vendus? Qui les a vendus? Au passif aussi. Rashi a changé les mots de la Gemara. Vekata banav mimachan. Et il écrit les enfants mimachan qui les vend. Qui les a vendus, mais encore une fois, pas comment est-ce qu'ils ont été vendus, par qui est-ce qu'ils ont été vendus, mais qui les a vendus. Donc, pour lui, l'esclave, c'est un passif, il a été vendu, ou il est vendu, et les enfants, ils sont vendus, pas qu'ils ont été vendus, pas que, on ne parle pas d'eux, ça part au passif, c'est l'actif, la personne qui fait la vente. La bio basée l'explication la suivante. Après la halacha, le père ne peut pas vendre son fils, petit, mineur, en tant qu'esclave. On apprend ça du pasuk, si quelqu'un, si un homme vend sa fille. Et de là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? Que le père peut vendre sa fille, mais pas son fils. Et c'est pour ça que la Gemara pose la question là-bas. Les enfants, comment est-ce qu'ils ont pu être vendus? Comment est-ce que les enfants peuvent être vendus? Qui va les vendre? Le père n'a pas le droit de vendre les garçons. Donc on parle de banav. Donc ça, c'est effectivement au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, et c'est pour ça que la Gemara dit minim karim, au niveau de la halakha, il y a un problème, il y a une certaine impossibilité que les enfants, les garçons, banav, ces garçons, soient vendus. Mais si on ne connaît pas la halakha, donc on ne regarde pas la halakha, on regarde juste le pasuk, ce que la Torah nous dit. Mais un pasuk, quand on a un pasuk, on a un pasuk qui nous dit que le père peut vendre sa fille en tant que serviteur, servante. On ne peut pas faire le diouk, c'est marqué dans le pasuk bito, si quelqu'un vend sa fille. Ouais, c'est effectivement uniquement la fille, pas le fils. Pourquoi? La fille, c'est parachazou, parce que cette paracha-là, ça parle de halachot d'une ivriya. On parle de halachot d'une jeune fille qui a été vendue. C'est pour ça qu'on parle d'une fille. Parce que c'est le contexte. Mais la vérité. Peut-être qu'on pourrait dire dans le passage qu'il n'y a rien qui m'indique que le fils ne peut pas être vendu. Parce qu'il n'y a aucune raison. Juste, encore une fois, on regarde juste les psukim. Le chalek ben bito, de dire qu'il y a une différence entre la fille et le fils. Et l'omar est de dire que le père pourrait vendre sa fille et pas son fils. Quelle serait la logique derrière? Il n'y a aucune raison de dire ça. Et donc, quand on étudie le pasuk, et comme le rabbi l'a dit souvent, d'après Rachid, Pshat n'est pas obligé de correspondre à l'halakha. Il peut y avoir le Pshat, il peut y avoir l'halakha, c'est deux choses séparées. Et donc, quand on étudie les psukim, il n'y a pas d'indication, de raison de dire qu'effectivement, les enfants, les garçons ne pourraient pas être vendus. Donc, non, la Gemara qui connaît la halakha, qui est dans le monde de la halakha, effectivement, la Gemara pose la question, comment est-ce que les enfants ont été vendus, les garçons ont été vendus? Mais dans le Pshat, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pour cette raison, c'est pour ça que Rashi a changé le mot de la Gemara. Au lieu d'écrire minim karim, comment est-ce qu'ils ont été vendus encore une fois au passif? Mimachan. Ce que Rashi dit, qui les vend? Parce que le père peut le vendre. La question c'est juste savoir qui l'a vendu. C'est-à-dire que comment ça s'est passé que tout d'un coup il y a un garçon qui émerge. Une fois qu'on a compris ça, maintenant on peut comprendre aussi la question à savoir pourquoi est-ce que Rashi, c'est une question qu'on avait, pourquoi est-ce que Rashi me dit si lui il a été vendu, qui vend les enfants? Rashi a un problème. Pas juste parce que le pasuk nous dit banavimo ou banavimo. Et la gamme le mot hu. Et c'est pour ça, c'est pour ça que Rashi ramène ce mot-là hu dans les Dibur Amatré. Il a un problème avec ce mot-là. Apparemment, ce mot hu dans le pasuk, on n'en a pas besoin, il est extra. Alors, c'est marqué dans le pasuk qui va sortir. Ok, qui va sortir hu? Donc on aurait dû continuer, le pasuk aurait dû continuer. Qu'il va sortir. Ou banavimo, c'est les garçons avec lui, ses enfants avec lui. Là, pourquoi est-ce que le pasuk dit hu veyatsa hu banavimo? C'est quoi ce mot qui vient de dire? Donc on aurait pu expliquer. Sheba parashatenu, dans notre parasha. Sheba nidonu ki on parle de quoi? De quelqu'un qui est devenu pauvre.
C'est-à-dire, le pasuk veut dire que quoi? Que lui et ses enfants avec lui. C'est une allusion à deux situations différentes. On aurait pu dire il y a la possibilité que c'est-à-dire, on pourrait penser que c'est un cas où la personne s'est vendue en tant qu'esclave, uniquement lui. Et il pourrait y avoir un autre cas, qu'il s'est vendu avec les enfants. Il pourrait y avoir un cas où il est devenu tellement pauvre, à point où il s'est vendu en même temps que ses enfants, avec ses enfants. Les enfants, ça inclurait Banav ou Bnotav, les garçons et les filles. C'est pour ça que le passage nous dirait arrive le Yovel, il va sortir, lui et ses enfants avec lui. Parce que lui s'est vendu avec les enfants. C'est ce qu'on aurait pu dire si on regarde le pasuk avec ce mot-là, hu, que le mot Vayatsa hu ou Banav, il pourrait y avoir le cas aussi Yatsa Imar, quand lui il est sorti, c'est-à-dire lui il s'est vendu tout seul, et il peut y avoir un cas où il s'est vendu lui et ses enfants. On aurait pu penser que c'est le cas. C'est ça que Rashi veut éliminer, cette explication-là, qu'il aurait pu se vendre avec ses enfants. Et Munimkar, si lui s'est vendu, Mishlamahu, mais là, je comprends lui. C'est marqué clairement dans le pasuk. Il s'est vendu à toi. Banav, mais les enfants, Mimachan qui les a vendus. Ou comment ils sont vendus? D'où est-ce que c'est marqué plutôt que le père les a vendus? Étant donné qu'ils ont été vendus, le pasuk a besoin de nous dire qu'ils vont sortir aussi. C'est marqué nulle part dans la paracha que les enfants ont été vendus par leur père. Par contre, dans Mishpatim, c'est marqué que quoi? Que sa femme va sortir avec lui. L'autre va où là-bas, c'est pas marqué où. Rashi n'a pas besoin d'expliquer pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le mot hu. Donc, s'il n'y a pas le mot hu, il n'y a pas de avamina de dire, 30 secondes, il peut y avoir deux cas. Le cas où il s'est vendu lui et le cas où il s'est vendu lui et sa femme. Non, c'est pas marqué le mot hu. Donc, c'est uniquement la personne qui est sortie, qui s'est vendue, ou pardon, dans le cas de Mishpatim, c'est qu'il a été vendu, pas parce qu'il a volé, et le Rav est obligé de s'occuper de sa femme. Alors que dans notre paracha, nous, dans Béhar, il y a une espèce de répétition. Veyatsam et Mach, lui, il va sortir. Hu, Manav, et lui et ses enfants. Donc il peut y avoir un autre cas, le cas où il était vendu avec les enfants. Et donc là-bas, dans Mishpatim, il n'y a pas le mot Hu. Il n'y a pas besoin de dire, de se poser la question, Mounimkar, si lui a été vendu, pourquoi sa femme est impliquée? Alors que chez nous, il y a oui. C'est pour ça que Rashi va nous expliquer. Mais quand de là, on apprend dans le pasuk à nous que le maître est obligé de nourrir les enfants. Quand c'est marqué que lui et les enfants vont en sortir, ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir, qu'ils vont être libérés, parce qu'avant, ils n'étaient pas libérés. Avant, les enfants étaient esclaves. Maintenant, ils sont libérés. Non. Les din mezanot, c'est uniquement l'obligation de les nourrir. Le maître est obligé de les nourrir. Et maintenant que le père va sortir, le maître n'a plus de responsabilité par rapport aux enfants. Étant en ce qui concerne, étant donné qu'il y a une certaine responsabilité que le maître a de nourrir les enfants, maintenant que le père sort, les enfants aussi. Étant donné qu'en ce qui concerne l'obligation de nourrir les enfants, chez nous, ici dans le parashat dans Béar, il y a un chidouche par rapport au Evel lui-même. C'est pas juste marquer les enfants. Le maître est obligé de nourrir les enfants. Le gamhu, le maître est obligé de nourrir l'esclave. Le chiyuv que le maître est obligé de nourrir l'esclave. Donc c'est pas marqué, il y a deux cas. Il y a le cas où il est sorti, c'est-à-dire que quoi? Le cas où, encore une fois, le pasuk ne parle uniquement de la sortie en liberté. Il pourrait y avoir le cas où il s'est vendu lui, ou bien le cas où il s'est vendu lui et ses enfants. Maintenant, ils sortent. Non, ce que dit non, le pasuk parle de quoi? Le pasuk parle uniquement des chiyuv de mezonot. Pourquoi c'est marqué hu ou banav? Rashi nous explique. Le maître a une obligation de le nourrir lui, et on va voir tout de suite pourquoi est-ce que c'est un chidouche que le Torah nous dit qu'il faut le nourrir. Bien sûr qu'il va le nourrir. Non, il y a une raison de le mentionner, et il doit nourrir aussi les enfants. La différence entre les deux psukim, dans Parashat Mishpatim et notre Parashat. Rashi l'a déjà mentionné dans Mishpatim.
שפרשת עבד עברי אמורה שם, עוסקת בבאו שמכרו בדין וגניבתו. De quoi on parle dans Parashat Mishpatim? On parle d'un Eved Ivri. Il y a deux sortes d'Eved Ivri. Il y a un qui a été vendu par le Bedin parce qu'il a volé et qu'il ne peut pas rembourser. Et un autre, c'est quelqu'un qui est devenu tellement pauvre qu'il se vend lui-même. Donc là-bas, dans Mishpatim, on parle de quoi? Eved Shemachou Bedin Begnivato. Un Eved qui a été vendu par le Bedin parce qu'il a volé. Par contre, dans la Parashat d'Eved Ivri, dans notre Parashat, nous, on sait que on parle de quelqu'un qui se vend lui-même parce que il est dochek, il a la pression de la parnassa. Et d'où est-ce qu'on sait ça? C'est marqué dans la paracha. S'il va tomber tellement bas, il va devenir tellement pauvre et il va se vendre. Et là, étant qu'on parle de deux sortes de avadim, il y a une différence, en tout cas on aurait pu penser qu'il y a une différence entre l'obligation de nourrir la famille dans les deux cas. Quand quelqu'un a été vendu par le Bedin, chez l'obéir, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu. On peut dire, bien sûr, chez Bedin, le Bedin a une responsabilité de s'occuper de sa famille, de faire en sorte que sa famille soit nourrie. Pirouche, c'est-à-dire que l'obligation de la Torah, que le maître a de nourrir sa famille, c'est-à-dire sa femme, c'est pas parce que le maître a un intérêt à l'aider, parce que maintenant, ce type-là a sa femme à côté de lui. S'il a sa femme à côté de lui, elle l'aide, donc il peut travailler, il peut mieux travailler. Il pourra faire tout le travail, ou sa femme pourra s'occuper des travaux de son mari, donc il sera plus tranquille parce qu'il a sa femme. Il y a tous les travaux chez ça au Salébala qu'une femme fait pour son mari, et donc lui il est plus disponible pour travailler. Non. Il y a un deal sur le bedin. Ils ont l'obligation de s'appeler Ketzarke, Haïcha, de s'occuper des besoins de la femme, le Makom Bala, à la place du mari. Normalement, c'est le mari qui s'occupe de sa famille, de sa femme et des enfants. Maintenant que le mari va être vendu par le Bedin doit s'assurer que la famille a de quoi vivre. Donc le Bedin fait un tenaille avec l'acheteur, le maître de cet esclave-là. Il est obligé de s'occuper de la famille aussi. Quand quelqu'un va acheter cet esclave-là pour les quelques années de travail, c'est un package, et en même temps, il a l'obligation de nourrir la famille. Donc on comprend. Et le Besdin s'occupe des besoins de la femme, de la nourriture de la femme. Quand en fait, elle pourrait travailler, ou le faire nécessairement gagner sa vie. Quand quelqu'un a plus forte raison, chez Bedin, à plus forte raison, le Bedin est obligé de s'assurer que les enfants, les petits-enfants, ont de quoi se nourrir. Eux, ils ne peuvent pas travailler, ils sont petits. C'est pour ça que Rashi ramène les enfants aussi. Ça, c'est juste pour me dire que le Bedin, étant qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas le choix, on apprend logiquement, si on peut dire, ce n'est pas un din dans le passo, mais on comprend que le Bedin a une responsabilité. Dans notre paracha, quelqu'un qui se vend lui-même, c'est lui qui va faire la démarche de se vendre. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui dépend du Bedin. Le Bedin n'a rien à voir avec ça. Lui-même n'a pas d'argent, il ne s'en sort pas, il a besoin d'aide, etc. Il a trouvé cette solution de se vendre. On aurait pu dire, le Bedin n'a rien à voir dans cette histoire-là. Et d'obliger le maître à nourrir toute la famille. On pourrait dire qu'il n'y a aucune raison pour laquelle le Adon, le maître, tout d'un coup prend la responsabilité de s'occuper de toute une famille. Que s'ils veulent, il peut, mais s'il y a une condition qui a été faite là. Ils n'ont rien à voir avec lui. Il est obligé de les nourrir. Le type lui-même est venu voir, il dit voilà, j'ai besoin, je ne m'en sors pas, j'ai besoin. Ok, très bien, mais je vais prendre la responsabilité de toute la famille là. Donc dans ce cas-là, on aurait pu dire si quelqu'un se vend lui-même, c'est sa responsabilité à lui de s'occuper de ses enfants. Ou bien ils sont comme tous les pauvres. Mais pourquoi est-ce que le Adon a la responsabilité de s'occuper de la famille? C'est pour ça que le verset nous dit les enfants sont avec lui aussi. Étant donné que là la Torah nous dit, il nous spécifie, le maître est obligé de s'occuper de la nourriture des enfants.
C'est un chidush din Torah, ça c'est une nouvelle halakha. Shafilo b'mocher atzmo, même si quelqu'un se vend lui-même de manière volontaire, Rabo chayav mezonot banav, le maître est obligé de nourrir les enfants. Puis Yuval, basé sur ça, on peut comprendre pourquoi est-ce que la Torah met l'accent sur le fait que c'est lui et ses enfants avec lui. Parce que, encore une fois, quand on parle de quelqu'un qui se vend lui-même, même le fait que le Even est nourri, c'est déjà un chidouche. On aurait pu dire que l'Adon n'est pas obligé même de nourrir l'esclave. Parce que pourquoi est-ce que le Adon devrait payer l'esclave plus que ce qu'ils ont le contrat ou l'accord qui a été fait depuis le départ? Chez il va le payer pour son travail. Bien sûr, on pourrait dire que le Adon il peut se satisfaire du minimum. Un peu d'eau et un peu de pain. Pour qu'il puisse avoir la force de travailler. Et tout, pas plus que ça. Alors peut-être qu'on peut dire le minag en droit, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de nous dire que encore une fois, dans Pshuto Shemikra, pourquoi est-ce que le maître est censé nourrir toute la famille? C'est pour ça que la Torah nous dit non, non, attention. Le maître est obligé de le nourrir, mais nourriture normale, pas un petit peu de pain et un peu d'eau. Mais c'est pour ça que la Torah a besoin de le spécifier, parce qu'on aurait pu dire, après tout, ce n'est pas son obligation, ce n'est pas son affaire. Puis, maintenant, basé sur tout ça, on peut comprendre la raison pour laquelle, chez le Pirosha Parashatain, ou dans son explication dans notre paracha, Rashi n'a pas inclus la femme. On avait dit que si dans Mishpatim, il inclut la femme, et c'est pour ça qu'il inclut les enfants, parce qu'elle aurait dû faire la même chose ici. Quand le Pasuk nous parle des enfants, il aurait dû inclure la femme. Comme il a Rashi a rajouté les enfants dans Parashat Mishpatim. Parce que dans le Pasuk, encore une fois, Pshuto Shemikra, Halakha c'est l'Halakha. Et quand on voit dans Pshuto Shemikra, il n'y a pas de raison d'inclure sa femme, elle peut se débrouiller toute seule, elle peut aller travailler. Et si c'était juste la logique, on aurait pu dire la logique m'amène dans plusieurs directions. Quand il s'agit de quelqu'un qui va se vendre lui-même, donc de là on apprend que quoi? Que le maître est obligé effectivement de nourrir les enfants. Et on ne peut pas dire nécessairement ça inclut la femme. Pourquoi? On peut dire le fait que le maître est obligé de nourrir les enfants, même si à la base on aurait pu dire qu'il n'y a aucune raison qu'il s'oblige à le faire. Parce que la Torah a pitié pour les petits qui ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Par contre, sa femme, elle peut aller travailler. Le maître n'est pas obligé de la nourrir. On pourrait dire d'une autre manière. Que même Rashi est d'accord que le maître est obligé de nourrir sa femme. Même si c'est le vent. Pourquoi? Parce que à bout du compte, le maître est content et gagne du fait que le serviteur a sa femme avec lui. Elle s'occupe de ses besoins, etc. Et donc, le maître s'engage, Mitraïev s'engage à nourrir sa femme. Maintenant, ça peut être dans les deux directions. Et la Torah ne spécifie pas. Et c'est pour ça que Rashi ne ramène pas dans son explication la femme. Parce que dans Pshuto Shemikra, je ne sais pas si la femme est inclue ou pas. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va nécessairement déduire du fait que les petits enfants, les petits, il faut s'en occuper. Parce que des petits, le maître n'a rien à gagner. Ou bien on peut dire que donc, il n'y a aucune raison de s'engager à les nourrir. Et là, donc encore une fois, ça dépend de ma logique. Et dans la logique, je pourrais partir d'un côté ou de l'autre. Et donc Rachid a dit, les enfants, la Torah a besoin de le mentionner, les petits, je comprends. Est-ce que ça inclut la femme ou pas? Je ne sais pas, et j'ai aucune preuve de la Torah, et donc Rachid ne le ramène pas. Odev Shalom, on peut dire aussi, Shadavar, cette chose-là, c'est ce point-là, il m'a bedin. On apprend du fait que c'est quelqu'un qui était vendu par le Bedin, c'est que Shem, Shebidin, Zé, de la même manière que on ne fait pas attention au fait qu'elle pourrait se nourrir elle-même. Malgré tout, le Bedin force le maître à la nourrir.
Donc, on aura pu dire qu'effectivement, la même année que Mahou Bedekon, c'est quelqu'un qui était vendu par le Bedin, le maître obligé de le nourrir. On peut dire la même chose, si quelqu'un se vend lui-même, Adon, le maître, Hayav la tête la maisonnote. Le maître obligé de lui donner à elle aussi à manger. Mais ça, à toi, la cherche le parce qu'il va gagner de ça. Beno Yachol Iftor Atzmo Betana, il ne peut pas s'excuser en disant Aïcha Farnes Atman qu'elle se débrouille toute seule, elle est adulte, elle peut gagner sa vie. En tout cas, d'un côté ou de l'autre, la Svara me dit oui, non, des mots du passo que je ne sais pas, donc Rachid ne le ramène pas. Maintenant, on a le problème suivant. Donc, on a répondu aux questions dans le Chumash, dans le Rashi. La question maintenant devient pourquoi mentionner Rabbi Shimon? Un enfant intelligent, aiguisé, fin, peut poser la question, sauf au bout du compte. Pourquoi est-ce que le maître est obligé de nourrir les enfants? Alors, il n'a rien à voir avec eux. Il n'a rien à gagner d'eux. Est-ce qu'il est responsable du fait que le père a décidé de se vendre en tant qu'esclave? Tout d'un coup, il est obligé maintenant il est obligé de nourrir les enfants. Ils ont le même halakha que tous les pauvres. La communauté a une responsabilité de s'occuper des pauvres. Et pourquoi est-ce que la personne qui va prendre cette personne comme serviteur et tout d'un coup devient obligée de s'occuper de toute la famille? Pour répondre à cette question, Rashi ramène le nom de l'auteur de cette memra, Rabbi Shimon. Chez le Shitato, quand on regarde la Shita de Rabbi Shimon, on va comprendre la réponse à cette question qui dit que la personne est obligée de nourrir la famille. Dans la Gemara Baba Batra, Omer Rashbi nous dit la chose suivante. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit la chose suivante. Kol she'eno maniach ben liyosho. Toute personne qui ne va pas laisser d'enfant pour l'hériter, HaKadosh Baruch Hu malé alav Avra. Hachem rempli de Avera. C'est ce que la Gemara. Shon Rashbi Mouvan, le mot de Rashbi on comprend. Shem Kavanato Leonel Shabbat Leder Kiyum Mitzvot Porovo. On ne parle pas du fait qu'il n'a pas eu d'enfant, donc il n'a pas accompli la mitzvah de Porovo. On ne parle pas de ça. Il y a un point dans l'héritage, d'être Yoresh. Que l'on a. Quand quelqu'un a un enfant pour l'hériter, Hachem, ça cause à Hachem l'opposé d'une Avera. C'est quoi Simcha la joie? Ou même il est donc automatiquement. Quand une personne n'aurait pas laissé d'enfant pour l'hériter, le malé alav Avera. Que il y a cette idée d'Avera. Ploma. Ça veut dire, d'après l'opinion de Rashbi, ce qui est important dans ce cas-là, dans les garçons, c'est quoi? C'est d'avoir un enfant qui va l'hériter, un enfant qui va remplacer le père. Ce qui veut dire que le père et le fils ne font qu'une seule continuité. Ou le maïl est mis encore plus que ça, mais c'est une seule existence. Et ça va nous expliquer pourquoi est-ce que le maître est obligé de nourrir les enfants. Parce que les enfants appartiennent au père, si on peut dire, appartiennent dans le sens où ils ne font qu'un avec le père. Et donc, de la même manière que le père est obligé de nourrir que le maître est obligé de nourrir le père, qui est le serviteur, donc il est obligé de nourrir aussi la partie du père qui s'exprime ou qui est dans les enfants. Parce que, encore une fois, le père et les enfants ne font que. Maintenant, on comprend aussi la suite du pasuk et puis l'explication de Rashi. Qu'est-ce qui est marqué? Il retournera à l'héritage de ses parents. Il retourne à sa terre. Et c'est marqué lui et ses enfants ne font qu'une existence. On a dit qu'une seule entité. Donc la même chose aussi par rapport à lui et ses parents. Et donc il retourne à la partie l'héritage, la nachala de ses parents. Et par ça, ça va aussi adoucir, ça va encore plus geschmack. Ce que Rashi nous explique dans Pshuto Shemikra, qu'est-ce que Rashi nous dit? El kvod avotav, l'honneur de ses parents. Que Shem, Shasur, Lavdil et Taev Banav, de la même manière qu'on ne peut pas séparer le Eved de ses enfants, car Shasur, Lavdilo, mais avotav, de la même manière on ne peut pas le séparer de ses parents.
Firach, et donc, à la Chosat Avotav, Kvod Avotav Yeshua, il retourne à l'honneur, à la gloire de ses parents. Mais il y a des choses extraordinaires qu'on trouve, auxquelles il y a une allusion dans Rashi. Il y a ce concept d'avoir un être humain qui peut être vendu comme esclave, c'est une allusion au concept de Galout. Omer HaKatuv, le passage de la chose suivante. Que le père et les enfants, c'est-à-dire c'est aussi une référence à notre père au ciel, Hachem, Israël, le peuple juif, Hanikraim, qui sont appelés, Banim Lamakom, on a appelé les enfants d'Hachem. Al-Khol et Galot, on a été vendus en esclaves, ça veut dire qu'on est parti en Galout. Comme Rabbi Shimon nous dit, Chavivin Israël Ifna Kadosh Baruch Hu, le peuple juif est tellement cher à Hachem, chez Kol Makom chez Galou, même là où ils ont été exilés, la Shekhinah est avec eux. Le Rabbi nous dit que en italique, c'est l'idée de Rashbi, que Rashbi, encore une fois, on avait dit, pour lui, les enfants et le père ne font qu'un. Sur ça, Rashi ramène le mamad de Rabbi Shimon. Dans lequel il y a un chidouche encore plus profond. C'est pas juste que là où on a été parti, la Shekhinah était aussi avec nous. Elle a au contraire. Si lui il a été vendu, qui a vendu les enfants? C'est-à-dire, Hachem peut soutenir, peut survivre, être vendu en exil, être en galoute. Hachem peut tout faire. Et donc Hachem peut se mettre dans la galoute. Et malgré tout ne pas être impacté par la galoute. Mais qui les enfants? Comment est-ce qu'ils peuvent être vendus? Comment est-ce qu'on peut vendre les enfants? Si la galoute peut avoir un certain contrôle sur un juif, dans ce cas-là, ça ne va pas laisser le fait qu'il ait une partie d'Hachem, ça ne pourra pas être révélé, exprimé. Rachid nous explique la chose suivante. Le fait que les enfants sont aussi dans la galoute, c'est uniquement au niveau parnassa. C'est-à-dire les besoins physiques et matériaux. C'est eux, c'est cette partie de notre être qui est soumis au contrôle de la galoute, qui maintenant sont contrôlés par l'ange de chaque pays. Ça n'a pas été vendu en galoute. Comme l'expression qu'on connaît des rabbins et des rabbis précédents, uniquement nos corps sont galoutes. Mais notre neshama n'a pas été envoyé en galoute, elle n'est pas mise ou soumise au contrôle des nations. C'est-à-dire que l'existence du Khurban, ou uniquement le côté physique du Beth Amikdash. Le bois, les pierres, là, effectivement, un non-juif a eu un certain degré de contrôle. Il y a le mitad Beth Amikdash, mais en fait, le vrai Beth Amikdash, c'est-à-dire le Beth Amikdash rouchani, le Beth Amikdash spirituel. Mais la même chose qu'on a le Beth Amikdash à l'intérieur de nous. Beth Amikdash, sera le Beth Amikdash à l'intérieur de chaque juif. Un non-juif n'a aucun contrôle sur ça. Il n'y a pas de Khurban sur notre Beth Amikdash à l'intérieur. Et là, mais une personne pourrait nous dire, ok, mais effectivement, en ce qui concerne les maisonnotes, au moins ça, c'est-à-dire nos besoins physiques, notre réalité physique, effectivement, bon, c'est vrai que c'est limité, mais la galoute, elle nous contrôle. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé, ne serait-ce qu'un niveau physique, pas spirituel au niveau des mitzvot, et tout ce qui concerne le reste, on est obligé de faire attention d'écouter les non-juifs. Car, Rabbi Shimon nous dit, il a dit non, non, non. D'où ils viennent? D'où est-ce que les maisonnotes viennent? Rabot. C'est-à-dire que quand effectivement on a besoin de passer par les voies naturelles de la Parnassa, c'est uniquement d'air, ça passe uniquement par Saramdina, par l'ange responsable de chaque pays. Mais ce malach-là, ces forces naturelles, n'ont aucun pouvoir de décision. On donne ou on ne donne pas. C'est uniquement comme une hache, si on peut dire, dans la main du bûcheron. Il n'y a pas de choix. Donc, effectivement, ça va passer par là.
mais ce n'est pas le malach qui décide oui ou non. C'est amusant encore plus que ça, que je Hachem est obligé de nous donner à nous tous nos besoins matériels. Omeila donc, même pendant la période de Galot, le peuple juif reçoit Bane Chayim Zaneveche, on reçoit Banim, c'est des enfants, Chayim, la vie, la santé, Zané, la parnassa, et en abondance. Le Tov, Anirel, va négler de manière bonne, visible et révélée.